Et bonsoir, bienvenue dans le talk de France Info. Comment ça va le chat? On est ensemble sur Twitch du lundi au vendredi. On s'arrête sur un sujet d'actualité, on le décrypte, on débat, on analyse ce sujet. Voilà, on essaye de comprendre ce qu'il se passe autour de nous en prenant le temps d'y réfléchir. Et pour ça, on reçoit des invités en studio qui connaissent bien leur sujet. Comment allez-vous le chat? Que je vous vois. Volka Schulz, Hello, les Pamioles, Kyle CM. La question qu'on va se poser ce soir, c'est celle-ci. Comment Emmanuel Macron peut-il continuer à gouverner? C'est une vaste question, vous allez me dire. La réforme des retraites a cristallisé le mécontentement. Emmanuel Macron est dans le viseur, la popularité lui fait défaut, le président ne peut plus se déplacer sans être conspué, il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Diviser la droite ne joue pas le rôle de renfort qu'il espérait, pour l'instant en tout cas. Le projet de loi sur l'immigration sur lequel il comptait est repoussé à l'automne. Bref, les 4 années à venir risquent d'être longues. Alors, Emmanuel Macron peut-il sortir de cette impasse politique? Et si oui, comment? Peut-il vraiment apaiser le pays, tourner la page des retraites et redorer un peu son image? Ou est-ce que ce n'est tout simplement pas trop tard? À quoi vont ressembler les 4 années qui arrivent? Toutes ces questions, on les pose à nos invités tout de suite qui sont là. Paul Barcelone, hello, bonsoir. Bonsoir Manon, salut à tous. Ça va bien? Ça va et toi? Ravi Oui. d'être là, ça faisait longtemps que j'étais pas venu d'ailleurs. Alors toi, tu es venu au tout début du talk, Ouais. vraiment quand on commençait tout doucement à parler de travailler plus longtemps, de la réforme des retraites, On tout était ça. loin du 49.3 et des conséquences Ouais. et de la question à laquelle on va essayer de répondre ce C'est soir. ça, il s'en est passé des choses depuis. Paul Barcelone, tu es toujours journaliste politique à France Info. Oui, ça n'a pas Voilà. changé depuis la dernière fois. Ça n'a pas changé. Bon, on est hyper content de t'accueillir à nouveau. Et moi aussi. Anthony Berthelier. Bonsoir, bienvenue et puis enchanté parce qu'on ne se connaissait pas. Enchanté. Ravi de t'accueillir aussi Anthony, tu es journaliste politique mais au HuffPost. Exactement. Voilà, et non pas au Huffington Post comme je l'ai mis dans le visuel. Ouais, Huffington Post, c'était il y a quelques années. C'est Maintenant, ça. c'est le HuffPost, exactement. Et tu peux approcher ton micro. J'approche mon micro. Voilà, Ok, comme ça marche. pour le podcast Pour qu'on audio, m'entende bien. Très bien. la qualité sera au rendez-vous. Avant qu'on attaque, avant que je commence à vous poser des questions, je vais vous montrer ce dessin de Jus Graff, notre ami dessinateur de BD qui s'appelle Julien. Voilà, donc pas de bulles ce soir, cette fois-ci, pas de mots, mais un dessin plutôt clair. Voilà, le président français qui fait tourner un globe terrestre sur Avec son... l'hexagone sur le globe terrestre. Exactement, qui fait tourner cette planète sur son majeur, donc sur son doigt d'honneur. Hein. Voilà. Message clair de Jus Graff envoyé ce soir. Peut-être pas besoin de bulle de parole d'ailleurs. Voilà, dans le talk. Merci beaucoup, Julien. Allons-y. Le chat, je compte sur vous pour poser plein de questions à Anthony et Paul pendant que moi je pose les miennes. Voilà, j'ai le petit chat là à gauche, je vous vois. Je vous suis, je ne vous oublie pas. Confisquer les sifflets, les cartons rouges, se confiner dans le Stade de France, comme ça, interdire les casseroles. Est-ce qu'on peut continuer comme ça pendant 4 ans à gouverner dans ces conditions? Oui, d'abord, rappeler qu'il est président de la République jusqu'à preuve du contraire, Emmanuel Macron, qu'il a été élu il y a 1 an. Et ensuite, tu parles en effet, de ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France, qui est une conséquence de ce qu'on vit depuis des mois et de la réforme des retraites et de l'espèce de ressentiment que ça a laissé. Et puis, on va en parler en longueur, mais il y a assurément un espèce de ressentiment aujourd'hui dans la société, une colère qui est d'ailleurs peut-être pas uniquement liée à la réforme des retraites. Et tu parles de carton rouge, de sifflet, etc. Ça vient directement de là et de ce mouvement-là. Anthony? Et oui, continuer à gouverner, je pense que oui. On rentrera dans le détail tout à l'heure, mais sûr. Je pense que oui. Anthony, dans quel état il se trouve aujourd'hui Emmanuel Macron? Pas fameux, et en Pas cela, pas fou, exactement, pas fou. Et en cela, l'image du Stade de France est assez terrible pour lui. Hein. Il y a eu une petite bataille de communication derrière cette finale-là entre les soutiens du président qui expliquaient que les syndicats s'étaient plantés au final. Ça n'avait pas marché, et de l'autre côté, les gens qui disent « mais attendez, un président de la République qui se bunkerise dans un stade, qui ne fait pas le protocole comme d'habitude ».
Donc c'est évidemment le reflet d'une situation délicate. Après, je rejoins Paul, il pourra continuer à gouverner et en soi, j'ai pas l'impression que ce soit tant le bruit des casseroles, mais plutôt la situation originelle, c'est-à-dire la majorité relative qui va le contraindre dans les semaines, dans les mois à venir. J'ai pas l'impression que ce soit tant le climat social éruptif en fait. Non, D'accord. mais d'autant que les concerts de casseroles, et Anthony a raison de le dire, mais les concerts de casseroles, la distribution des cartons rouges aux abords du Stade de France, des sifflets samedi soir pour la finale de la Coupe de France, c'est pas un mouvement spontané, Mm. ce sont des choses organisées par les partis politiques, par les organisations syndicales. On est là complètement dans une logique politique, presque partisane, politique, syndicale, quelque chose de très organisé. Ça, c'est pas un mouvement extrêmement spontané. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de Les colère dans le casseroles, pays. c'est devenu un peu populaire quand C'est même. devenu la bande-son, en effet, de la contestation autour de la réforme des retraites. Mais je pense qu'il faut distinguer l'opposition politique, l'opposition syndicale, à une partie de la colère du pays, qui s'exprime pas forcément de cette façon d'ailleurs. Et en effet, une situation politique extrêmement bloquée, voire même une impasse politique, qui est évidemment liée à la situation de majorité relative, qui est extrêmement bloquante. Vivi Sushi dans le chat qui dit « Macron nous infantilise, le tout après nous avoir reproché de ne pas comprendre sa réforme des retraites. Alors, sur la réforme des retraites, je ne sais pas tant si elle a mal été comprise que mal été expliquée. Mm. Moi, je me souviens au début de la réforme des retraites. Où il n'y avait pas de pédagogie. Et puis même, tout le monde expliquait, enfin les ministres expliquaient à longueur de plateau et de studio de radio que cette réforme était juste, nécessaire. C'était même pour financer la santé, Et l'éducation. à un moment, c'est vrai, le gouvernement a expliqué que cette réforme des retraites, elle devait servir à financer d'autres projets, ce sur quoi finalement il est revenu. Alors qu'en réalité, Emmanuel Macron y fait cette réforme des retraites pour une question de finances publiques et pour assainir les comptes et pour résorber le déficit des retraites. Et d'ailleurs, il y a là-dessus une bataille de chiffres et une bataille sémantique autour du rapport du COR, qui est le Conseil d'orientation des retraites, qui réunit notamment des parlementaires et des leaders syndicaux, sur la situation des retraites en France. Et il y a eu toute une bataille autour de ces chiffres-là, de cette analyse-là, et qui a probablement contribué à faire que le débat autour des retraites a été mal compris. Mais je pense qu'il y a une part de responsabilité du gouvernement qui a mal expliqué son projet, qui a mal expliqué le pourquoi du comment. Je pense que l'incompréhension, elle vient de là. Il n'y a pas une incompréhension de fait. Je pense qu'il y a aussi un problème de pédagogie. Anthony, peut-être un mot à dire pour réagir à ce que dit Vivi Sushi dans le chat. Macron nous infantilise peut-être sur cette perception qu'une partie des Français ont en ce moment d'Emmanuel Macron, un côté un peu au-dessus, méprisant. Je ne suis pas sûr que les Français aient ce sentiment-là depuis cette crise-là. Je crois que c'est vraiment un reproche qui est fait à Emmanuel Macron depuis la crise des Gilets jaunes, peut-être même depuis son élection en fait. Les crises à répétition, et depuis le départ, il a été qualifié, à la base, c'était un argument politique, je crois que c'est la France Insoumise qui avait parlé de président des riches et de président déconnecté, et en fait, ça a influé tout son premier quinquennat, et aujourd'hui, à la moindre crise, ça ressort, et cette critique en mépris, cette critique en déconnexion, c'est vrai qu'elle est très forte de la part des Français, mais je ne suis pas sûr que ce soit avec la réforme des retraites, et je ne suis pas sûr qu'il ait forcément cherché à infantiliser, ou que ce soit vraiment la conséquence de ça. Depuis le début, c'est vrai, Anthony a raison de le dire. Depuis 2017, il a cette étiquette d'arrogant et de côté humiliant et infantilisant, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est une des premières questions qu'on a ce soir. Donc c'est sûr que depuis 2017, il a ça. Après, spécifiquement sur la question de la réforme des retraites, à chaque fois qu'il s'est penché sur le débat, ça a été un espèce de catalyseur, ça a été un excitant. À chaque fois, il a agacé beaucoup les gens, agacé beaucoup les foules. Quoi qu'ils disent, en fait. Alors même que son propre camp réclamait qu'il descende dans l'arène. J'aime pas cette expression, c'est une expression de politique qu'on n'aura pas beaucoup à longueur de journée, mais à chaque fois qu'il s'est mêlé du débat des retraites, ça a été presque comme verser de l'huile sur le feu. Et du coup, il a probablement beaucoup excité ou agacé. Et il y a un rejet aussi dans le mouvement plus large de contestation en ce moment et autour de la réforme des retraites, qui est aussi beaucoup lié à sa personne, je crois. Complètement. On va revenir sur l'image et sur la personnalité d'Emmanuel Macron, mais le journal Le Monde a titré sa une aujourd'hui comme ceci. Après le 1er mai, l'exécutif espère tourner la page. C'est ce qu'il espère, mais est-ce qu'il peut vraiment y arriver ?
Alors c'est ce qu'il espère, oui, et il Ouais, met des outils sur la table. Il met quelques outils, c'est 100 jours d'apaisement pour, un petit ouais. peu scander et marquer la période, pour reprendre un peu la main sur l'agenda. En Mmh. tout cas, Elisabeth Borne qui a dévoilé sa feuille de route, et on voit ce qui est intéressant, c'est, ce qu'a demandé Elisabeth Borne d'ailleurs, dans son discours. Elle exigeait de manière très forte des mesures concrètes qui concernent le quotidien des Français. Et je crois que c'est la tendance qui se dessine aujourd'hui. On a eu des confirmations de François Braun aujourd'hui sur des choses très concrètes, peut-être minimalistes, mais concrètes en tout cas. Et c'est un de ses arguments, essayer de tourner la page par des sujets concrets. Là, François Braun pardon, a par exemple confirmé la fin des certificats médicaux pour la pratique sportive hors compétition. Bon, ça peut paraître très faible comme annonce, mais en tout cas, c'est ce genre En effet. d'annonce, oui, voilà, ou d'autres choses sur les certificats médicaux, mais qui visent en gros à libérer du temps de soins aux médecins et donc à répondre à un des enjeux de la santé. Mais en gros, Ouais. j'ai l'impression que ce à quoi on doit s'attendre pour les semaines à venir, c'est voilà, des petits gestes, des mesures qui concernent, comme ils disent si bien, le quotidien des Français. Après, est-ce que ça suffira à tourner la page? J'en suis Ouais. franchement pas sûr Paul, du tout. est-ce que ces mesures, annoncées dans ces 100 jours, d'apaisement, est-ce qu'elles vont être audibles, en fait? Alors, il y a un truc, Parce qu'il y a un côté, c'est vrai que bah, une partie des Français, justement, ne veut pas tourner la page. Donc, peu importe la mesure qui va être annoncée, c'est vrai qu'il y on a un veut pas truc, entendre, il y a, quoi. il y a des choses qui énervent entre guillemets Emmanuel Macron aujourd'hui. Mmh. Après 6 ans au pouvoir, elles peuvent te paraître bateaux. Par exemple, sur l'exemple des certificats médicaux, c'est criant. Mais c'est le cas aussi sur les papiers d'identité. Par exemple, c'est un truc qui dernièrement l'a beaucoup agacé. On met des plombes dans ce pays avant de pouvoir se refaire faire une carte d'identité. C'est vrai. Mais c'est incroyable que ça revienne à devenir un problème du président. C'est-à-dire que ça ne devrait pas dans dans un pays organisé comme le Mmh. nôtre, etc. Et pour autant, ça fait partie de ce qu'il appelle, lui, des irritants, et qu'il a l'intention de résoudre. Il veut résoudre ce problème-là aujourd'hui, parce qu'il veut que les Français, en effet, aient des mesures concrètes, puissent dire Emmanuel Macron, il a réglé nos problèmes, le gouvernement a réglé nos problèmes. C'est pour se rassurer aussi, peut-être, Je sais pas, mais en tout cas, c'est pour dire, voyez, et pour pouvoir dire, voyez, le gouvernement a changé votre vie, et ça n'est pas un quinquennat pour rien, ça n'est pas un deuxième quinquennat. La question qu'on est en droit de se poser, et sur Mmh. les 100 jours, c'est vrai aussi, euh, tout cela, ça fait pas un grand projet politique, ça fait pas une immense politique publique, et ça n'embarque pas le pays. Quand on regarde les 100 jours, c'est vrai qu'il y a des tas de lois concrètes, il y a des petites lois, il y a des petites avancées, ce que des ministres, et j'ai discuté avec certains, appellent des petits pas, la politique des petits pas, y aller doucement pour presque recoudre ce qui aurait été décousu par la réforme des retraites. Pour autant, ça fait pas un grand projet de société, ça fait pas un grand C'était le projet projet politique. initial, le grand projet de société, réformer la France, Qui était le projet de En 2017, Marche, mais on n'a pas eu de débat lors de la campagne de 2022. C'est peut-être là aussi une des raisons qui explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Une autre observation là-dessus, c'est que la politique des petits pas, oui. Les petites lois, oui. D'ailleurs, Emmanuel Macron, il a lui-même passé la consigne à ses ministres de dire il faut faire des textes courts, des choses efficaces, des choses rapides, des choses concrètes, comme Anthony le disait. Mmh. Mais on se rend bien compte que sur les grands textes structurants, le gouvernement est coincé par le phénomène bloquant qu'est aujourd'hui l'Assemblée nationale et le fait qu'il n'a pas les coudées franches à l'Assemblée nationale. Le meilleur exemple de tout ça, c'est le projet de loi immigration, Immigration, ouais. qui était censé être le grand texte du printemps politique, le grand texte d'après la réforme des retraites, et qui a été renvoyé à l'automne, et on ne sait même pas ce qu'il deviendra à l'automne. Il était censé, par exemple, ce texte créer des titres de séjour pour les métiers en tension. Par On ne exemple, sait donc pas lié au ce qui travail, va advenir de cette mesure. Anthony, c'est pas un peu trop tard, pour apaiser? Est-ce que c'est une bonne question? En tout cas, pour apaiser, il compte également sur les syndicats. Sur les syndicats et sur ce qu'il a appelé. Enfin, est-ce que c'est trop tard pour apaiser? On peut aussi se fixer par rapport à la réforme des retraites. L'une des théories Apaiser qui? Voilà, apaiser qui et apaiser avec quoi? Les partenaires sociaux, Les partenaires sociaux, les Français. La théorie, enfin, ce que dit le gouvernement, c'est de dire que pour la réforme des retraites, des choses n'ont pas été pensées. Elle a créé des questions qui n'ont pas été résolues sur le rapport que les Français entretiennent avec leur travail. Mmh. Et le but là d'Emmanuel Macron, c'est un peu de refiler le bébé aux syndicats avec une notion qu'il a appelée le pacte de la vie au travail, Mmh. pour remettre les syndicats autour de la table et pour discuter de tous les sujets qui ont été passés à la trappe par la réforme des retraites. Le problème, c'est que pour l'instant, les syndicats, on ne voit pas un allant exceptionnel pour se remettre autour de la table, pour discuter de ça. Et Emmanuel Macron mise beaucoup dessus. Yann Amat, qui dit, «Tout ça n'est qu'une stratégie de communication, pour nous détourner du sujet».
Parmi les autres stratégies politiques du gouvernement aujourd'hui, j'ai lu cette analyse. Emmanuel Macron veut s'appuyer sur la France silencieuse pour tenter de marginaliser la colère. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on sépare, c'est cette stratégie qui voudrait qu'on sépare la France en deux. Il estime qu'il y a une majorité dans le pays qui ne s'exprime pas, qui ne parle pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui défile pas dans les rues en ce moment, et qui est probablement favorable peut-être à la réforme des retraites ou qui n'y trouve pas de mal, et qui, de surcroît, trouve que la casse qu'on a vue par exemple le 1er mai est scandaleuse, et qui aime ce qu'Édouard Philippe appelle l'ordre dans nos comptes et surtout l'ordre dans nos rues. Emmanuel Macron, il mise probablement là-dessus. Pour rejoindre ta question de tout à l'heure, c'est probablement là une façon de se rassurer. Anthony, sur cette stratégie de s'adresser à la France silencieuse, diviser la France en deux, ceux qui font du bruit dans la rue et puis les autres. Ça, c'est un grand classique de diviser. J'ai vu qu'ils séparaient les bons manifestants des mauvais manifestants. C'est ça. C'est quand même... Nicolas Sarkozy avait fait pareil, j'ai vu en 2010. Une certaine filiation intéressante. Mais en tout cas, je rejoins un petit peu ce que dit Paul sur le côté... il mise sur cette France silencieuse, mais je crois qu'il a quand même compris que sa réforme des retraites était massivement rejetée. Ça, je crois que maintenant, c'est intégré. D'ailleurs, il l'a dit lors de son allocution. Est-ce qu'elle est acceptée? À l'évidence, non. Bon, ça, voilà, c'est clair. Donc, il mise sur cette majorité silencieuse, mais je suis entièrement d'accord pour l'après. Cette majorité silencieuse qui en aura marre des blocages, qui va en avoir marre des casseroles, qui va en avoir marre de l'agitation. Donc, je pense que c'est cette majorité silencieuse, mais exactement, qui va vouloir finalement passer à autre chose et revenir en tout cas à l'ordre. Ça vient dire aussi que le gouvernement, à mon avis, mise ou fait le pari, qui est un peu hasardeux, il faut le dire, d'une forme d'essoufflement de la contestation. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Moi, j'ai posé la question à des conseillers, des députés, des ministres, en leur disant, voilà, c'est ça, il se passe quoi aujourd'hui dans le pays? On en est où? C'est fini. C'est presque ça. On a repoussé le ballon jusqu'au 1er mai. Et on s'est dit, après le 1er mai, tout ça sera fini et on sera tranquille, etc. Force est de constater que ce n'est pas le cas. On attend d'une minute à l'autre la décision du Conseil constitutionnel sur le référendum d'initiative partagée. Le 6 juin, il y aura une nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale. Et 2 jours après, le 8, ça passe un peu sous les radars, mais il y a ce qu'on appelle une niche parlementaire. Oui, Lyot. Du groupe Lyot, qui est un groupe d'élus et de députés indépendants et ultramarins pour beaucoup, qui vont déposer et défendre un texte à l'Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites qui a été adoptée par 49.3. Après, on peut rentrer dans la stratégie parlementaire. Il y a en réalité très peu de chances d'abord que ce texte soit adopté à l'Assemblée nationale, mais mettons, pourquoi pas. Et ensuite, il ne passera pas le filtre du Sénat, tenu par les Républicains, tenu par la droite, qui est elle-même favorable à la réforme des retraites. Voilà. Mais tout ça vient dire qu'il va rester quand même des résidus et que ça va être dur de tourner la page, ne serait-ce que par le calendrier politique. C'est difficile de tourner la page, au moins jusqu'au 8 juin. On va revenir sur le calendrier politique, mais Anthony, peut-être... pourquoi Emmanuel Macron se déplace autant en ce moment? Comment interpréter ces déplacements, les endroits aussi qui sont choisis? Alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières. La première, c'est qu'il est quand même resté très longtemps isolé. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est resté très longtemps dans le palais, dans l'Élysée, sans en sortir. C'est ce qu'on lui a reproché. Voilà, il ne s'est pas mouillé sur la réforme des retraites. En dehors du débat des retraites. Complètement. Voilà, c'est ça. Complètement. Et il a fait des déplacements à l'étranger, 2 fois aux Pays-Bas, il est parti en Chine. Ça a pu lui être reproché. Donc, il retourne sur le terrain pour montrer qu'il peut le faire, pour montrer qu'il reprend les choses en main. Je trouve qu'il y a peut-être quelque chose un peu désagréable vis-à-vis de ses ministres, parce qu'il le dit en gros, je ne me suis pas investi, ça n'a pas marché, donc je m'investis maintenant. Sous-entendu, vous n'avez pas fait le boulot, je suis obligé d'y aller, quoi. Donc je pense qu'il y a ça. Pour le plan haut, il a fait ça, il s'est mis vraiment au devant de la scène. Et complètement, alors que c'est Christophe Béchu qui devait l'annoncer des semaines auparavant, et en fait non. Donc voilà, il y a ce côté-là, et il y a une autre théorie qu'on entend de temps en temps, c'est le côté catharsis, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, de purger la colère, en fait, d'aller sur le terrain, de recevoir les casseroles, de discuter avec les Français, et voilà, toujours dans cette volonté peut-être de passer à autre chose et de concentrer la colère sur lui, même pendant ses déplacements, quitte à montrer qu'il peut le faire et à montrer qu'il est dans le débat. Et je pense qu'il y a une autre petite chose qu'il a dit lui-même lors d'un déplacement impromptu. Il a dit « Je me déplace pour chercher de nouvelles idées ». Et ça, je pense qu'il ne faut pas non plus le mettre de côté. Je pense qu'effectivement, il a besoin de réinvention, il a besoin de trouver quelque chose.
Et il aimerait bien, je pense, le trouver, ou en tout cas trouver un terreau dans ces déplacements-là, quoi. Ouais, Paul, objectif catharsis. Sur le point 1, très juste sur les deux points, je suis totalement d'accord, évidemment. Sur le point 1, la volonté de l'Élysée, c'est de dire le président, il est jamais aussi bon que quand il va voir des Français, que quand il parle avec eux, que quand il se confronte. Et même certains de ses conseillers rajoutent regardez, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ils ne le font pas. Et quand ils vont sur un marché, ils vont sur des marchés où il n'y a que des militants ou de la France Insoumise ou du Rassemblement National. Donc il y a aussi une espèce de petite provocation de dire je suis encore capable de sortir, je suis encore capable d'aller discuter avec les Français, je suis encore capable de me confronter. Un côté un peu courageux aussi. Voilà, c'est ça. Regardez, c'est pas parce que j'ai fait une réforme impopulaire, avec des moyens impopulaires, en l'occurrence le 49.3, que je suis cloîtré chez moi à ne plus pouvoir bouger ni pied ni patte. Et après, sur le deuxième point, c'est presque comme si 1 an après, il voulait faire une campagne présidentielle qu'il n'a pas faite il y a 1 an. Qu'il n'a pas voulu faire. Ouais, ça sonne un peu comme ça. Et qu'il a été empêché de faire. Il y a un côté un peu trop tard quand même. L'apaisement, ça arrive trop tard, les déplacements aussi. Après, l'apaisement, il est beaucoup lié à la réforme des retraites. Ouais. Et pour la première semaine du mois de mai, justement, il y a des déplacements qui sont prévus. Ça va être quoi les thématiques ? Alors là, déjà, demain, il va à Saintes visiter un lycée professionnel pour parler de la réforme des lycées professionnels. Il aura un déplacement, je dis ça de tête, lundi. Pour le 8 mai, il sera le matin à l'Arc de Triomphe et l'après-midi près de Lyon pour un discours hommage à Jean Moulin. Il y a d'autres déplacements. De toute façon, l'Élysée a annoncé qu'il était sur un rythme de 2 déplacements par semaine. Il a fait le Bas-Rhin puis l'Hérault dans la même semaine. La semaine dernière, moi, j'étais avec lui dans le Loir-et-Cher. Donc là, il y a ce déplacement. Il y a l'attractivité aussi dans les thèmes. Il y a l'attractivité, il y a l'industrie verte. En fait, il veut aussi il cherche incarner... quoi, en fait Il cherche à incarner certaines mesures de la feuille de route des 100 jours. Montrer que le pays avance, montrer qu'on lui parle d'autre chose que de la réforme des retraites, notamment du nouveau pacte de la vie au travail, des conditions de travail, de l'usure professionnelle, et puis de tas d'autres sujets. C'est le cas de l'industrie verte, c'est le cas de l'attractivité des entreprises. Par exemple, dans l'Hérault, il est allé parler école, c'est lui qui a annoncé la revalorisation du salaire des enseignants, c'est lui qui annonce que chaque prof absent sera remplacé par un membre de l'établissement. Là encore, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté très concret. Il veut montrer qu'il a les mains dans le moteur, les mains dans le cambouis. Et est-ce que... Pardon, Anthony, vas-y. Non, et cette envie-là, je complète juste d'un tout petit mot, si tu me permets. Cette envie-là, je trouve qu'elle est présente chez Emmanuel Macron depuis sa réélection, de se garder, on va dire, des petits bonbons, en fait, à annoncer lui-même. On a eu récemment le remboursement à 100% des fauteuils roulants, on a eu le remboursement des préservatifs, on a eu des annonces comme ça. Le papillomavirus. Exactement, qu'il se garde un petit peu. C'est sa réserve. Ouais, voilà, je pense qu'il a son bouclier, quoi. Un petit peu, ouais. C'est les choses qui distillent ces images, voilà. Et qu'il a intégré ça depuis qu'il est en majorité relative, j'ai l'impression en tout cas, et que voilà, il distille quelques petites choses par-ci par-là. Mais ça, tout ce qu'on dit là et tout ce qu'Anthony liste, ce sont pas des grands projets politiques, ce sont pas des grandes lois qu'il a fait passer à l'Assemblée, puisque globalement, il y arrive pas tellement. C'est un aveu de faiblesse, un peu, ça, non ? Ça fait pas un peu... Non, mais c'est vrai, ça sonne un peu comme ça, quoi. Ça fait un peu... en tout cas, ce sont des petits pas. Et c'est aussi une manière et une stratégie politique pour montrer que le pays avance. Et est-ce que cette stratégie justement il faut que le pays avance, il faut qu'on tourne la page des retraites, est-ce que ça renforce pas justement cette image d'un président qui n'écoute pas et qui veut vite passer à autre chose ? D'abord, ça se décrète pas. Je crois, de dire on va tourner la page. Ça marche pas comme ensuite, ça. Il est probable que le temps fasse son œuvre. Et en effet, tout à l'heure, Anthony disait les syndicats, le fait qu'ils se remettent autour de la table va probablement apaiser la situation. Oui, à la condition qu'ils le fassent. Et que tous veulent pagayer dans le même sens, ce qui n'est pas certain. J'ai cru comprendre que les réformistes, notamment la CFDT, dont on a beaucoup parlé pendant la réforme des retraites, y étaient plutôt prêtes. Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas, par exemple, de la CGT. Je pense qu'il va rester aussi un résidu de ce mouvement et des traces, c'est certain. Lou Camire qui dit c'est pour squatter les médias et faire des images. Bon. C'est sûr que chaque déplacement, de toute façon, ça rejoint un peu la question qu'on avait tout à l'heure, il y a derrière une stratégie de communication, des images, les chaînes info, les radios d'info en continu, France Info en est une. Évidemment, il y a une part d'image derrière, bien sûr, et de se montrer au contact comme ça,
Ça participe évidemment d'une stratégie de communication. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur ces derniers déplacements, et là je vous raconte une anecdote de reporter pour le coup, il y a toute la partie... On aime bien les anecdotes. Il y a toute la partie qui est prévue, qui est organisée, sur laquelle la presse est prévenue, où on a accès, où on va, et c'est généralement le parcours officiel. Le parcours officiel, c'est généralement là qu'on retrouve les drapeaux des partis politiques et les casseroles. Et désormais, chaque déplacement est accompagné d'une séquence qui n'était pas prévue, où Emmanuel Macron n'emmène qu'une toute petite poignée de journalistes pour faire quelques images. Et il va, c'était le cas à Dole dans le Jura en fin de semaine dernière, sur un marché. C'était le cas dans l'Hérault à Ganges, où il arrive, il s'installe à la terrasse d'un bistrot et il discute. La volonté de l'Élysée... C'est des fausses surprises. C'est des fausses surprises, mais la volonté qui se cache derrière ça et la stratégie qui se cache derrière ça, c'est de dire, voyez, quand je n'ai pas prévenu de ma présence, je ne croise que des gens normaux qui me parlent normalement, pas forcément, qui me parlent normalement. Qui me soutiennent. Et qui certes, parfois ne peuvent pas être d'accord, mais qui le disent normalement, sans hurler et sans casserole. Qui discutent. Et ça, il y a une volonté de se montrer en train de discuter avec les Français, c'est une certitude. L'agenda politique dans les mois à venir, est-ce qu'il est clairement défini? Vous qui êtes journaliste politique et qui regardez souvent tout ça, il va jusqu'où l'agenda? Oui, alors l'agenda et les dossiers sont assez clairement définis avec les dates. On a des dates mi-mai, fin juin. Elisabeth Borne l'a annoncé, c'était un bel inventaire qu'elle a fait. On a l'industrie verte qui va arriver, donc on le sait. Par contre, on n'a pas encore tout à fait le détail ni la portée de ces projets. Je prends l'industrie verte, par exemple. Bruno Le Maire recevait les partis aujourd'hui pour en discuter. On sait qu'il y aura un label industrie verte, on sait qu'il y aura peut-être des crédits d'impôt, on sait qu'il y aura une meilleure formation. Mais voilà, on ne connaît pas encore vraiment la portée réelle de ces projets. Et c'est un peu la même chose pour pas mal des projets qui sont annoncés, aujourd'hui dans cette feuille de route des 100 jours. Donc par exemple, un petit flou. C'est le cas aussi sur la future loi travail, la deuxième loi, la qui a nouvelle été loi travail. saucissonnée, c'est ça, en plusieurs morceaux. Exactement, il va y en avoir une qui est théoriquement prévue là pour le printemps. On ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dedans, c'est encore en discussion, il y a un petit flou. Par exemple, on sait que Pôle emploi va devenir France Travail, ça c'est quelque chose qui est acté, mais c'est vrai qu'on n'a pas toutes les mesures de ces projets de loi, il y a encore une période de flou, même si on est entré maintenant dans la période qui doit mener le pays, l'exécutif, jusqu'au 14 juillet. C'est l'objectif de cette feuille de route des 100 jours. Et ce petit flou, il est habituel à cette période-là ou pas? Ils savent où ils vont, en fait? Je pense qu'il est beaucoup lié à une tentative de sortie de crise et à l'espèce de traumatisme post-réforme des retraites. D'ailleurs, Elisabeth Borne elle-même avait parlé de nécessaires périodes d'apaisement. Laurent Berger avait parlé de périodes de convalescence ou de délai de décence plutôt. Voilà, donc il y avait aussi ce laps de temps à observer après la promulgation de la réforme des retraites par le Conseil, enfin la validation par le Conseil constitutionnel, puis la promulgation très vite d'ailleurs par Emmanuel Macron. Mais à nouveau, ça rejoint ce qu'on disait au début, et à mon avis c'est le point sur lequel il faut sans arrêt revenir et insister pour bien comprendre ce qui se joue politiquement aujourd'hui. C'est que l'exécutif est sans arrêt confronté au mur de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, sans majorité absolue. Et en ce sens, je crois que la réforme des retraites a été plus un révélateur du fait que l'allié qui pouvait servir le camp présidentiel n'était pas un allié fiable en fait. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui donne un peu cet effet de blast et qui les oblige à se rendre plus compte que ça va être difficile. C'est surtout ça, je crois. On va revenir sur l'Assemblée nationale, mais justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous réexpliquer ce qui s'est passé avec cette loi immigration, ce projet de loi immigration? Alors, c'est une priorité de l'exécutif depuis longtemps maintenant pour ce deuxième quinquennat. Le projet a été monté par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, venu de la droite, et par Olivier Dussopt, ministre du Travail, venu de la gauche, ancien membre du Parti socialiste. L'idée du gouvernement, c'est de dire on aura un volet régalien, sécuritaire, en augmentant le nombre de reconduites à la frontière, volet qu'on pourrait appeler jambe droite, pied droit, incarné par Gérald Darmanin, et un volet plus social, qui est donc, j'en parlais tout à l'heure, la création de ces titres de séjour pour les métiers en tension. En gros, je vous la fais courte, on régularise des gens qui sont déjà sur le territoire et qui travaillent mais qui n'ont pas de papier. Bon, la philosophie du texte, c'est celle-là. Portée par Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Et de dire, cette
un texte qui peut à la fois plaire à la droite et plaire à la gauche. Donc, présentons-le au Parlement. Et Emmanuel Macron, jusqu'à très récemment, il y a peut-être 10 jours, dans une interview au journal Le Parisien aujourd'hui en France, il dit « Ce texte est primordial, il faut le faire, je le veux, avant le début du mois de juillet ». Mais en fait, le gouvernement s'est rendu compte d'une chose, et on en revient à ce que je disais juste avant, sans majorité absolue, c'est impossible de faire adopter ce type de texte. Parce que la droite n'en veut pas, le trouvant trop laxiste, CF, Sur les travailleurs, titres de séjour métier en étrangers. tension, et la gauche le trouve trop sévère, CF, tout le volet régalien dont je parlais, sur le côté reconduite à la frontière. Impasse politique totale, la majorité macroniste à elle seule ne peut pas faire adopter ce texte à l'automne. Il y a un autre aspect, et je ne veux pas passer des heures là-dessus, il y a un autre aspect, c'est ce qui s'est joué en coulisses. Et ce qui s'est joué en coulisses, c'est l'activisme, je mets des guillemets à ce mot-là, l'activisme d'Elisabeth Borne, pour faire chuter ce texte. Elle a senti que ça passerait pas. Elle a senti que pour le faire passer, il faudrait un nouveau supplémentaire. Qu'il faudrait un nouveau 49.3. Ouais. Et elle n'en veut plus. Et elle a veut dit plus qu'il y de en ce aurait plus cauchemar-là. surtout. Exactement. Elle veut plus de ce cauchemar-là. Elle veut plus passer en force. Et donc, elle a obtenu d'Emmanuel Macron, qui a signé, qui a fini par dire oui, en l'occurrence au Conseil des ministres, de décaler ce texte à l'automne. On prend la balle, on la dégage dans le camp adverse et on trouve la touche dans les 22 mètres en l'occurrence. C'est ce qu'elle a fait, Elisabeth Borne. Au dépit de Gérald Darmanin, qui était extrêmement allant sur cette question. L'immigration fait partie de ses marqueurs politiques, lui qui vient de la droite, et donc évidemment très allant sur cette question-là, et politiquement, ça avait beaucoup d'intérêt pour lui de se positionner là-dessus. Voilà l'histoire du texte immigration. On y voit plus clair. En tout cas, quand tu as dit que Olivier Dussopt était de gauche, ça a fait réagir le chat. Voilà, je transmets. Je distribue pas des diplômes de gauche ou pas. Non, c'est objectivement, tu parles du parcours. Socialiste, voilà. Et d'ailleurs, il était élu député socialiste avant de rejoindre Emmanuel Macron. Les parcours changent, les parcours évoluent. Anthony, du coup, il va devenir quoi ce projet de loi immigration? Il va être complètement réadapté et un peu vidé de sa substance pour plaire un petit peu à la droite surtout. C'est une possibilité. En tout cas, Elisabeth Borne a dit qu'il y aurait un texte, quoi qu'il arrive, à l'automne. Voilà. D'accord. Le PS est de gauche, point d'interrogation. Pardon, je continue sur le... Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Il peut être effectivement démonétisé, ce projet immigration. Elisabeth Borne a dit qu'elle le mettrait à l'ordre du jour, quoi qu'il arrive. On pourrait presque dire quoi qu'il en coûte. Mais en tout cas, c'est le but. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce projet, qui est effectivement un marqueur très fort, qui a une volonté très forte annoncée par Gérald Darmanin dès l'été dernier comme quelque chose qu'il fallait absolument faire, qui a été repoussé 2 ou 3 fois. Un des rares projets à portée très politique, il l'est reporté. Et pour revenir sur la question de l'agenda, les rares projets qui sont aujourd'hui à l'agenda clair, ça n'a pas de grande portée politique, c'est des choses un peu techniques. Ouais. On parlait tout à l'heure de France Travail. C'est pas des changements de société. C'est pas des changements de société, c'est pas des marqueurs politiques très forts. Ouais. C'est surtout des ajustements, oui, on va dire techniques, même si ça recouvre beaucoup de mots, mais c'est le guichet unique avec France Travail. C'est l'accord sur le partage de la richesse et de la valeur trouvé par les syndicats et qui devrait faire consensus. Donc voilà, soit c'est des choses techniques, soit c'est des choses consensuelles. Et effectivement, la loi immigration repoussée, c'est le meilleur symbole de la panade dans laquelle il se trouve. C'est pas sûr qu'à l'automne, la situation ait beaucoup changé. Je suis même presque persuadé du contraire. Oui, en gros, là, on essaie de gagner du temps, mais... oui. À l'automne, la gauche voudra toujours pas le voter, ce texte-là, et la droite le trouvera toujours aussi laxiste, sauf à ce que le gouvernement change son fusil d'épaule et se tourne vers la droite. Et se tourne vers la droite en reprenant, notamment presque stricto sensu, un des rapports qui ont inspiré ce projet de loi, un rapport fait par un sénateur qui s'appelle Buffet, rapport Buffet, donc, qui propose toute une série de mesures. La loi en est inspirée en partie, mais une des solutions pour que le gouvernement puisse faire adopter avec les voix de la droite ce projet de loi, ce serait de reprendre les dispositions du rapport Buffet. Pour que ça passe. Sauf que pour le moment, c'est pas le choix qui est fait, et c'est pas sûr du tout que ce soit le choix qui sera fait in fine. Ça veut dire, en quelque sorte, que c'est même plus le gouvernement qui gouverne, c'est la droite alors. À la droite, le gouvernement gouverne, je crois. Je crois. Enfin, non, mais la droite ne gouverne pas. Il y a 60 60 députés et qui ne sont pas tous d'accord entre eux d'ailleurs. C'est sûr. Plus, certes, une majorité au Sénat. Mais non, c'est pas la droite qui gouverne. La droite, elle est potentiellement la béquille du gouvernement
ce qu'elle se refuse manifestement à faire. Elle est un peu faiseur de roi. Elle est elle est dans une position qui est enviable et non à certains égards, mais elle est dans une position très importante. Elle a quand même un pouvoir de décision sur les projets là, c'est énorme, non négligeable. Presque de vie ou de mort, d'ailleurs c'est le cas sur la réforme des retraites. Et ce qui est marrant d'observer, c'est que, je disais, ils ne sont pas d'accord entre eux. En gros, il y a 3 fois 20 pour dessiner la cartographie de ce qui se passe à l'Assemblée côté les Républicains, c'est 3 fois 20, quoi. Ah, il y a 3, ok, moi je voyais ça en coupant en 2, mais... Je pense que c'est plutôt 3. 20 qui sont... allez, on rejoint Emmanuel Macron, 20 qui hésitent et 20 qui sont allergiques à Emmanuel Macron. En gros, pour vraiment schématiquement et pour... Enfin, vulgairement, hein, mais... voilà à quoi ça ressemble. Mais en effet, ils sont faiseurs de roi complètement. Et la loi sur la fin de vie, on en est où? C'était un peu ça, le grand projet de la loi qui allait un peu je crois qu'elle a... révolutionner la vie des gens. Je crois qu'elle ne figure pas dans les 100 jours. Non, annoncés. en fait, elle a été... Je vous pose, c'est un peu une fausse question que je vous pose. Mais ça, pour le coup, ça s'explique. Ouais, dis-nous. D'abord, fin de la Convention citoyenne sur la fin de vie il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et puis, frilosité de toujours d'Emmanuel Macron sur ce sujet, qui a probablement, et il ne faut pas lui jeter la pierre, du mal à se faire une idée sur la question. Il ne sait pas lui-même. Il ne sait pas lui-même. Et alors, enfin, là pour le coup, ça renvoie à de l'intime, ça renvoie à des questions hyper personnelles, sans faire de psychanalyse de comptoir, mais il a passé une partie de son éducation chez les jésuites, ça explique peut-être ça aussi. La volonté de ne pas fracturer la société, de ne pas rouvrir des débats qui pourraient être nauséabonds. Il y a beaucoup de prudence là-dessus chez lui. Bon. Mettons, ensuite, ça pose la question de ce qu'on fait des conclusions de la Convention citoyenne pour la fin de vie. Oui. Il a renvoyé et laissé encore un été de réflexion pour que le Parlement puisse se saisir de la question. Il y aura manifestement une loi. Il y a déjà eu des propositions de loi, portées notamment par un député qui s'appelle Olivier Falorni. Voilà, je pense que le processus est encore en cours. C'est très long. Probablement une loi avant la fin de l'année. C'est ce qui avait été plus ou moins promis. Et ça sous-tend une autre question, c'est que Emmanuel Macron peut s'emparer de ce sujet, et on en parlait tout à l'heure avant de débuter l'émission, pour satisfaire son envie, son besoin, son fantasme de laisser une trace dans l'histoire. Kyle CM qui dit dans le chat la loi sur la fin de vie, c'est un problème pour le gouvernement parce que les conclusions ne vont pas dans le sens des idées de Macron. Elles vont plus loin, c'est vrai, elles vont plus loin que les idées, je ne sais pas si on peut dire les idées, mais elles vont plus loin que ce qu'envisagerait ou ce qu'envisageait Emmanuel Macron jusqu'à maintenant, oui. Et d'ailleurs, François Braun a fait une petite attention, voilà, un pas de côté pour dire qu'il n'était pas ultra enclin aux propositions, effectivement, à suivre les propositions brutes de la Convention. Ouais. Acopic qui dit mais est-il au courant qu'être président, c'est parfois mettre ses idées de côté aussi et écouter la majorité du peuple? Ou est-ce qu'il veut un pays qui lui ressemble? Point d'interrogation. Il a été élu pour appliquer son programme présidentiel. Ça, c'est ce qu'il vous répondrait, probablement. Ça, c'est ce qu'il dirait. Bah oui, souvent, il dit ça. Et la réforme des retraites, elle part aussi de là. Souvent, il dit j'ai été élu, c'était très clair dans mon tract de campagne. Et des députés de la majorité, bien qu'elle soit relative, disent aussi aujourd'hui, moi, j'ai été très clair avec les habitants de ma circonscription. Je leur ai dit que je voterais pour la réforme des retraites à 65 ans. Et ce qu'il dirait aussi, une chef de l'État, mais je ne veux pas parler à sa place, c'est que pendant le débat, il a accepté de baisser la jauge et de passer de 65 à 64 ans. Tout à l'heure, on l'a dit, donc pourquoi Emmanuel Macron est-il affaibli politiquement? Parce que pas de majorité à l'Assemblée nationale et il ne peut pas se représenter en 2027. Est-ce que ça peut jouer aussi? C'est-à-dire, en gros, il va avoir de plus en plus de mal à tenir ses troupes aussi. Plus on va approcher de 2027. Je pense que ça peut jouer et ça va jouer de plus en plus fort, en tout cas, à mesure que le quinquennat se termine, vis-à-vis de ses propres troupes de Renaissance qui ont peut-être moins la même attention ou la même envie de suivre le doigt sur la couture. Ça, avec l'élection derrière qui n'est plus aussi... voilà. Et vis-à-vis aussi des partenaires de la majorité qui vont avoir une envie progressive. On le voit d'ailleurs sur certains textes déjà, mais ça va être une envie selon moi, plus en plus forte, de montrer une forme d'indépendance, que ce soit le groupe Horizon d'Édouard Philippe, que ce soit le groupe Modem François Bayrou, de faire un petit peu entendre une petite musique, des petites pas de côté pour se différencier et pour le moment échéant dire « Ouais, mais regardez,
on n'était pas à fond non plus, quoi. Et je pense que ça, effectivement, si je peux schématiser comme ça, et je crois que ça, effectivement, ça va peser au fil de son quinquennat et pendant encore 4 ans de plus en plus fort, je crois. Ouais. Je crois que pour bien comprendre ce qui se joue aussi à l'Assemblée en ce moment, il faut se souvenir de ce qui s'est passé il y a 1 an, quand Emmanuel Macron a été réélu. Après le 2e tour, il s'est passé 8 semaines avant d'arriver aux élections législatives. Et par nature, par tradition, dans la vie politique française, on dit que le souffle de l'élection présidentielle, le souffle de la victoire, sert à porter les candidats du président élu vers une majorité à l'Assemblée nationale, à la condition qu'il fasse campagne et que le président élu s'investisse aussi dans la campagne, ce qui n'a manifestement pas été le cas l'année dernière. Emmanuel Macron, il a probablement négligé la campagne des élections législatives et il en paye probablement le prix aujourd'hui à se retrouver sans majorité absolue et donc bloqué quelque part dans l'avancée de son projet politique pour le pays. On se souvient notamment d'une prise de parole sur le tarmac avant de partir à l'étranger complètement... Avec les moteurs de l'avion qui tournaient derrière. Et pour appeler au républicanisme, au respect des... Voilà, c'était... Exactement. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'allocution qu'il fait à ce moment-là, avant de partir dans ses fonctions de président pour l'étranger, a été défalqué sur les comptes de campagne de chacun des candidats Renaissance aux législatives et ajouté, divisé en 577 parts, pour être ajouté au compte de campagne des candidats. Alors que cette allocution, en effet, pour appeler à l'unité du pays, pour éviter le vote extrême, etc., elle n'a pas changé grand-chose. Et beaucoup, souvent sous couvert d'anonymat, il faut le dire, beaucoup lui reprochent à Emmanuel Macron dans la majorité cette situation-là, de ne pas s'être engagé pleinement dans la campagne. Mais d'ailleurs, sur ce défaut de campagne, entre guillemets, il y a Frédéric Dabi, qui est le directeur général opinion de l'IFOP, qui a dit « Pour les Français, c'est comme si Emmanuel Macron accomplissait un mandat de 10 ans ». Donc en gros, il n'y a pas eu ce souffle nouveau, en fait. C'est vrai que la campagne 2022 a été très particulière. Hein. Il a misé beaucoup là-dessus. On a parlé d'effet drapeau. Voilà, de dire on va garder le même président parce qu'on est en pleine guerre en Ukraine, ça a beaucoup joué pour lui et il y avait une forme de continuité. Et d'ailleurs, son score de premier tour a beaucoup surpris, y compris dans son entourage. De mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il fait aux alentours de 28% ou 28%. Ça a surpris jusque dans son entourage. Il y avait une forme de stabilité, de continuité qui lui a évidemment beaucoup servi. Pardon, vas-y. Et puis juste en 2 mots, dans cette campagne, il faut se souvenir aussi qu'il a refusé les débats du premier tour, par exemple, qu'il est entré très tard dans la campagne. Il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, mais je crois que le fait de ne pas avoir participé au débat du premier tour, le fait de ne pas s'être confronté, de ne pas être entré, ça n'a pas permis de purger certains grands thèmes, de permettre aux Français de se prononcer, de réfléchir concrètement sur quel projet ils voulaient, parce qu'ils n'avaient pas les projets devant les yeux, ni les débats devant les yeux pour pouvoir faire un choix. Ça a marqué, ouais, en tout cas. Je crois, et aujourd'hui, je crois qu'il en paye aussi les conséquences aujourd'hui, du fait que ça n'a pas été aussi clair comme campagne. Juste d'un mot sur ce que tu disais sur le décennat. Oui, il y a une forme de continuité, mais je ne suis pas sûr que lui le prenne comme ça. Je pense plutôt, pour en avoir parlé avec des gens dans son entourage et des gens plutôt proches de lui, je pense que dans leur esprit, l'année du Covid est une année manquée qu'il a fallu rattraper et que cette première année de second quinquennat est l'année qui a été rattrapée. C'est pour ça aussi qu'il fait la réforme des retraites maintenant. Et la philosophie qu'ils tentent de défendre, ou en tout cas l'histoire qu'ils tendent à raconter, c'est plutôt de dire que le 2e mandat commence maintenant. Plus qu'un décennat. Mais ce que dit Frédéric Dabi, c'est de l'analyse politique. Du point de vue de l'opinion. Voilà, c'est ça, c'est du point de vue de l'opinion et de l'analyse politique, et il le fait en plus de façon brillante. Donc, petit compliment. Lou Camire dans le chat qui dit qu'il fasse une dissolution. Bah alors, c'est hyper intéressant parce que... Il peut, parmi les outils à sa disposition... Évidemment, la question que pose l'émission et que tu choisis ce soir... Il reste quoi comme outil, quoi. Exactement. Elle sous-tend cette question-là. À mon sens, mais je peux me tromper, peut-être que tu auras un autre avis. À mon sens, il y a 2 solutions. Une qui est une arme nucléaire, l'autre qui l'est moins. L'arme nucléaire, c'est évidemment la dissolution. La deuxième arme, à mon avis, c'est... La deuxième arme, à mon avis, c'est le remaniement. Ce sont les 2 cartouches qui restent dans son fusil aujourd'hui. Et pour le moment, il n'utilise aucune d'entre elles, pour des raisons différentes. Mais pour le moment, il n'utilise aucune d'entre elles. Trop risqué de dissoudre ? La dissolution, oui. Évidemment, c'est risqué pour lui.
quand on voit les codes de popularité, quand on voit les sondages d'opinion, tout laisse à penser que il reviendrait toujours pas avec une majorité absolue. Complètement. Et vas-y, pardon. Ce qui est intéressant de noter aussi sur cette réponse éventuelle politique à la crise, ou en tout cas à l'impasse, ou au semblant, au risque d'immobilisme, en tout cas, il est intéressant de noter dans le sondage qu'on a fait avec un partenaire YouGov que les Français sont favorables à toutes les options, en fait. Ils sont pour un changement de Premier ministre, entre 60 et 70%. Ils sont pour un changement de gouvernement, ils sont pour un référendum, et ils sont même pour une dissolution. Il faut que ça bouge. C'était le mois dernier. Le mois dernier, c'était 54% des Français qui étaient pour une dissolution, et c'était pratiquement 15 à 20 points de plus d'avant la crise des retraites. Donc les Français, ils sont demandeurs d'un débouché politique à la crise. Mais je crois que c'est pas ce que va leur offrir Emmanuel Macron dans les médias. Aujourd'hui, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est extrêmement risqué pour lui d'aller à la dissolution. Et se souvenir que très tôt dans le débat des retraites, à l'automne, il avait très vite agité cette menace-là en disant si la réforme des retraites n'est pas adoptée, si elle n'est pas votée de quelque manière que ce soit, il faudra arriver vers une dissolution. À ceci près qu'aujourd'hui, il se rend compte que c'est le meilleur moyen pour faire revenir probablement le Rassemblement national en nombre et une partie de la gauche si elle reconduisait son alliance, la NUPES en l'occurrence, en force. Rel Gorim qui dit en effet une dissolution serait du suicide pour lui. Et sur le remaniement, Kyle CM qui dit le remaniement ne changera rien vu que le problème c'est la politique de Macron pour les gens. En gros, faire tomber Elisabeth Borne ne le sauvera pas lui-même. Alors, oui, le problème est plus grand. Ça peut être un remaniement hors Elisabeth Borne. Il peut aussi changer des ministres. Anthony le disait tout à l'heure, il s'agace globalement de certains ministres qui ne sont pas assez visibles, qui ne portent pas assez leur politique, à qui il a demandé, avec la Première ministre, d'être plus des directeurs d'administration, de mettre le paquet sur leur politique publique, de mettre de l'énergie sur les sujets du quotidien, etc. Il peut très bien changer des membres du gouvernement, qui est d'ailleurs pléthorique, 41 membres, quelque chose comme ça, pour soit le resserrer, soit redistribuer les portefeuilles, soit en trouver des nouveaux, soit trouver des nouvelles personnalités, retenter la société civile, ou alors au contraire prendre des personnalités plus politiques, etc. Mais la question que ça pose, c'est qui veut travailler aujourd'hui avec lui ? Il n'a peut-être pas la réponse à ça, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne fait pas de remaniement. Et en effet, qu'est-ce que ça changerait de changer, je ne sais pas, Pape Ndiaye ou François Braun qui ont été nommés il y a 1 an ? Probablement pas grand-chose. Et parmi les outils, il y a le 49.3. Mais donc là, c'est... On est devenu hyper familier avec ce non, mais avant, on n'en parlait jamais. D'ailleurs, normalement, on dit 49 à l'idée 3, je crois. Sûr. Mais du coup, c'est mort. Elisabeth Borne a dit on l'utilisera plus. Donc, en fait, elle a grillé là, un peu la dernière carte qui est restée. Emmanuel Macron est passé derrière en disant ça n'engage que la Première ministre à l'AFP. Elle a dit on l'utilisera plus hors des textes budgétaires, ce qu'elle fait exactement depuis 1 an. Elle n'a utilisé le 49.3 que sur des textes budgétaires. Et la réforme des retraites c'était dans sa forme juridique un texte budgétaire, un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Parmi les autres outils, à quoi les décrets ? C'est sûr que le 49.3, juste en 2 mots là-dessus, c'est sûr que ça crée une trace, un traumatisme, ça donne la sensation du passage en force. Sur l'immigration, il pourrait l'utiliser ? C'est ce qui, selon moi, a justifié aussi le report. C'est que Elisabeth Borne l'a dit, elle l'a dit très vite, j'espère ne plus avoir l'utilisé. Si elle l'avait utilisé 3 semaines après, ça serait fou quand même. C'était quelque chose de terrible. Donc, alors par contre, je pense qu'il ne faut pas exclure effectivement de nouveau 49.3. Je pense qu'Emmanuel Macron ne veut pas s'enlever cette arme de la poche parce qu'il n'en a pas énormément de toute façon. Donc il veut se la garder. Il le fait bien comprendre interview après interview, que ce soit dans Le Parisien ou ailleurs. Il veut se garder cette arme-là. Et lui, il n'est pas du tout dans le projet de dire je vais m'en passer pour apaiser. Ça, c'est pas son idée à lui, quoi. Il en a un seul, un 49.3 par session parlementaire, et il l'a toujours dans sa poche, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas utilisé. Celui sur la réforme des retraites, dans la mesure où c'était un texte budgétaire, ça ne compte pas. Donc il a toujours possibilité. En l'occurrence, ce ne sera pas sur l'immigration, puisque l'immigration est reportée à une autre session. Mais il a toujours possibilité de dégainer un 49.3 si on avait besoin. Aujourd'hui, je pense qu'il a conscience des traces que ça laisse dans la société, de la brutalité que ça renvoie, et donc il n'a pas très envie, en effet, de l'utiliser. Et il y a un autre aspect qui rejoint à la fois le 49.3 et la question du remaniement, c'est qu'il y a probablement chez lui la volonté de se dire, bon, nous voilà rendus au printemps, début mai, à l'automne il va falloir reparler de budget. Le budget, comme il n'y a pas de majorité, ce sera 49.3, et donc autant laisser Elisabeth Borne à Matignon pour la laisser elle-même endosser de nouveau 49.3.
Oui, pour l'achever en Voilà quelque aussi sorte. probablement une des On raisons peut pour dire lesquelles ça il comme ne fait ça. pas de remaniement. Pour sortir de cette crise politique, il y a certains proches du président qui imaginent un gouvernement d'union nationale qui irait des communistes jusqu'aux républicains. On a une proximité avec eux sur le nucléaire et sur l'industrie, dit un poids lourd du gouvernement qui veut rester anonyme. Comme par hasard. Non. Pas mal, ça fait un beau projet, l'industrie et le nucléaire, pour mener la Non, mais France. c'est quoi ça? D'ailleurs, je suis pas sûr que sur l'industrie, Oui. la Macronie ait exactement Ouais. les mêmes projets que le Parti communiste. Bon, sûr donc non cette plus. union des communistes au LR, c'est voilà. Non, mais c'est un vieux fantasme, l'Union nationale. Un vœu Complètement. pieux, comme on dit. L'arc républicain qu'il essaie de définir, mais ça paraît quand même très improbable. Ouais. Le PC a fait un signe au pouvoir, en effet, dit D9 à JVCC. Lequel? Je suis intéressé de savoir. Fabien Roussel a dit en effet Oui, dans une interview. Roussel, c'est ça, c'est ce qui est précisé. Alors, pour donner le contexte, Fabien Roussel a dit dans une interview, je ne sais plus où c'était, au Monde, je crois, je ne sais plus, dans une interview à la presse, qu'il était ami dans la vie avec Gérald Darmanin et que peut-être un jour, hypothétiquement, probablement, il pourrait travailler avec lui. Enfin, ça n'a pas été plus loin que ça. Hein. Et je crois qu'il a démenti plus tard. En disant qu'il ne partageait pas ses idées. Bon, le chat se moque de Roussel. Les sondages Alors qu'il a rien d'opinion. demandé en l'occurrence ce soir. Les sondages d'opinion, qu'est-ce qu'ils disent en ce moment côté popularité d'Emmanuel Macron? Je crois que c'est 26% selon la dernière enquête de l'IFOP, 26% des sondés seulement satisfaits du chef de l'État. Alors 26%, ouais. Alors notre institut YouGov nous le mesure à 22%. Okay. Ce qu'il le mesure au même moment de post-crise Gilets jaunes, fin 2019. Okay. Donc il est à retomber à ce niveau-là, qui était un des moments les plus difficiles de son premier quinquennat. Donc les Gilets jaunes, voilà, les 23%. Gilets jaunes. Ouais, c'est ça. Et donc c'est une situation qui est difficile à nouveau, doublée, je crois, d'un rejet, d'une détestation de sa personne, si on peut utiliser ces mots-là. C'est ça, c'est ce qui est vraiment notable. Et qui est même, je crois, encore plus fort qu'après les Gilets jaunes, qui continue de croître. Et la réforme des retraites n'est pas faite pour changer ça. Donc je crois que c'est ce qui marque aujourd'hui l'impopularité du président. C'est au-delà, parce que François Hollande, par exemple, était très impopulaire aussi au bout de 2 ans de mandat. Je crois qu'il était 15% en 2014, donc 2 ans après son élection. Mais ce n'était pas la même impopularité. François Hollande, il était, après avoir été considéré comme un président normal, il a été considéré comme un président incapable, on va dire, entre gros guillemets, ou pas à la hauteur. Emmanuel Macron, c'est pas ça. C'est... parce qu'il a toujours sa base, il a toujours sa base solide des 20%, ça, elle est toujours présente. Mais par contre, autour, il y a un rejet massif et qui grandit. Ça, c'est très frappant dans les enquêtes d'opinion et même ailleurs. Est-ce qu'il est plus impopulaire que ses prédécesseurs ? J'en sais rien sur les chiffres, pas particulièrement. Non. Après, c'est marrant parce qu'on avait aussi cette discussion, on peut l'avoir maintenant, on avait aussi cette discussion avant de commencer le live. C'est-à-dire qu'en fait, les présidents, ils sont populaires une fois qu'ils ont quitté le pouvoir. C'est ça. A été le cas de Nicolas Sarkozy. Une fois qu'ils... Ça a été le cas de Nicolas Sarkozy qui, quand il a eu des ennuis populaires, une grande partie de la population a dit devenu c'est scandaleux, voilà, c'est ça, des c'est devenu laissons-le tranquille, voilà. François Hollande, il est presque Et devenu François Hollande, hype. c'est pareil. Mais évidemment. Pareil, il est en quelque sorte un peu star des librairies. Il continue de temps en temps de faire des conférences, même de dire à ses amis qu'il sera un beau jour candidat à la de nouveau candidat à la présidentielle, et de rappeler qu'il n'a jamais été battu à la présidentielle. Donc voilà, mais bon, sur la popularité, je pense que l'impopularité... En gros, en fin de parcours, c'est plutôt naturel, quoi. Voilà, je pense que l'impopularité découle aussi de l'exerce du pouvoir. Le problème, c'est que là, il n'est pas en fin de parcours. C'est ça le gros problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a cette détestation qui, au-delà du fait qu'il y a des choses dans les manifestations, des choses à son effigie qui sont brûlées, etc. Mais cette détestation, elle veut dire aussi, je crois, qu'il ne retournera pas l'opinion. Enfin, ou que ça va être en tout cas très difficile et qu'il faudra vraiment mettre les bouchées doubles, et je ne sais pas objet quoi. Politique. Voilà, trouver un objet, un projet, quelque chose qui entraîne, qui emmène. Pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Et voilà, cette détestation-là va rendre encore plus difficile le retournement ou l'arrivée des beaux jours en termes d'opinion, quoi. Et j'en profite pour vous donner cette info que j'ai lue dans Le Monde ce matin sur les sondages d'opinion. Plus de 16 millions d'euros de sondages confidentiels ont été dépensés entre 2019 et 2022. Et un appel d'offres du gouvernement qui s'est terminé le 4 avril
ouvre un marché de 21,5 millions d'euros d'études d'opinion pour les 4 prochaines années, en hausse de 54%. Mais commandé par qui? Commandé par l'Élysée? Oui. C'est-à-dire que l'Élysée commande beaucoup de sondages. De sondages d'opinion en ce moment. Voilà. Non, mais je transmets l'information. On avance un petit peu. Il est 54. Cette crise sociale, elle va profiter à qui politiquement? Manifestement, alors politiquement, manifestement à Marine Le Pen. Parce que, en fait, la réforme des retraites, ça aurait dû être une aubaine, une occasion en or, tout ce qu'on veut pour l'alliance de la gauche, pour la NUPES. Rongée par des divisions vieilles comme Hérode. Qui se confirment là en plus. Qui se confirment encore aujourd'hui. Elle n'en a pas profité pour plein de raisons. Le rejet de la figure de Jean-Luc Mélenchon, le fait que les Insoumis phagocytent complètement l'Alliance, le fait que Fabien Roussel du Parti communiste fasse un pas de côté, le fait qu'il n'y ait pas de propositions aussi, à part dire mobilisez-vous, etc. Ça manque de propositions et de perspectives concrètes. Et donc, de fait, la gauche n'a pas entièrement tiré les marrons du feu. Et en plus, l'exécutif a fait de la gauche son ennemi. Donc, complètement. Donc, tout laisse à penser aujourd'hui que politiquement, c'est Marine Le Pen qui est dans un processus de notabilisation, de respectabilité à l'Assemblée nationale, dans la rue, où d'ailleurs ses militants et elle ne se joignent pas au cortège. Donc c'est elle qui semble tirer les marrons du feu. Et ensuite, l'autre gagnant, mais il est moins politique, sont à mon avis les syndicats et une personnalité comme Laurent Berger, par exemple, qui a gagné beaucoup en crédibilité. Alors même qu'on disait, et qu'Emmanuel Macron s'est construit là-dessus, que les corps intermédiaires étaient morts et que les syndicats étaient des astres morts. Complètement. Emmanuel Macron, il a la vision du syndicat utile en entreprise, mais pas au niveau du débat national. Et là, les syndicats ont montré en 3 mois tout l'inverse. Et ça se voit, je recite un chiffre, mais voilà, ça se voit dans les enquêtes d'opinion où la bonne image des syndicats prennent 10-20 points en 2 mois. Ça se vérifie aussi par les chiffres. Il y a une vraie appétence. Je crois que Laurent Berger dit souvent la CFDT a un boom d'adhésion énorme qu'ils n'ont pas connu depuis des mois, voire des années. Donc je crois que c'est clair que les syndicats ont aussi joué leur partition et plutôt en étant très unis. Complètement. Et ils ont senti que c'était leur principale force, malgré évidemment des dissensions, des différences dans les modes d'action. La CGT et la CFDT n'étaient pas toujours d'accord sur certaines choses, mais ils ont montré leur unité et qu'ils pouvaient avancer. Ça, je pense que ça a été un marqueur fort aussi pour les gens, pour la manifestation, et qui devrait être durable, je pense, pour l'engagement des syndicats dans le débat. D'ailleurs, c'est marrant parce que certains prêtent des ambitions politiques à Laurent Berger. Lui est encore sur France Info lundi matin, disait non, jamais de politique, etc. Mais le comportement des syndicats a été tellement responsable et on a beaucoup salué les manifestations qui, quand elles étaient organisées par eux, se tenaient bien et se déroulaient bien, etc. Que d'aucuns prêtent en effet des ambitions politiques à Laurent Berger. Donc l'extrême droite, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque peut-être de retrouver une France hyper résignée, défiante politiquement, qui vote plus Oui, je crois qu'aussi politiquement, l'un des vainqueurs, entre guillemets, c'est l'éloignement entre les politiques et les citoyens. Ça, je pense que ce sera à vérifier dans les prochains mois, peut-être les prochaines années, les prochaines élections. Au niveau les européennes Je ne sais pas si ça peut jouer sur les européennes. Il y a beaucoup d'abstention aux européennes de base. Et puis c'est une élection tellement particulière, je ne suis pas sûr qu'on puisse voir encore, mais dans les années à venir, évidemment, je pense que ça va effectivement créer un fossé. C'est rare quand même qu'une réforme aussi marquante soit rejetée par autant de Français, autant d'actifs, puisque ça concerne aussi les actifs. Donc je pense que ça va laisser durablement des traces dans effectivement cette fracture entre gouvernants et Français qui se sentent de moins en moins écoutés, de moins en moins respectés même. Qu'est-ce qu'on retiendra d'Emmanuel Macron? On attendait ta question. Non, mais... Comme il est 58-30. il rigole parce que je les ai prévenus de cette question avant. Pour pas qu'ils restent sans voix. Parce que moi, en fait, j'ai eu du mal à trouver une réponse. Donc, je les ai briefés avant. Qu'est-ce qu'on retiendra de lui? On n'en sait rien. C'est l'instant boule de cristal. Ouais. C'est hyper difficile à dire. D'abord parce que... Le chat, dites-nous. Mais allez-y, pas en ce temps. Je pense qu'on ne saura pas tant qu'Emmanuel Macron n'a pas quitté le pouvoir. C'est souvent après qu'on s'en rend compte. Et on disait tout à l'heure, désolé, je te grille un argument, mais on disait tout à l'heure, de François Hollande, il reste le mariage pour tous. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il n'a assurément pas trouvé cet objet-là. Comme ça, s'il fallait se jeter à l'eau et dire quelque chose, il restera...
probablement le quoi qu'il en coûte. La crise des gilets jaunes, je sais pas. Ouais, des crises, quoi. Voilà. Des crises. Et je rejoins ce que dit Paul, et ça sera ma petite réponse. Je pense qu'on retiendra que c'est le président des crises. Je pense qu'on retiendra ça, le retour de la guerre en Europe. En plus, quand la France était présidente du Conseil de l'Union, enfin avait un rôle diplomatique important. Le Covid, qu'il a géré avec le quoi qu'il en coûte. Le fait d'avoir une majorité relative pour son deuxième quinquennat, après avoir été réélu, ce qui est quand même un fait historique, qu'il ne faut pas lui enlever non plus. Donc je pense à l'heure actuelle, effectivement, à l'instant T, sans autre réforme marquante, sans projet de société marquant, on pourra retenir ce président qui a tenu ou non, bien tenu ou mal tenu, mais qui a tenu pendant les crises. Merci beaucoup, Sir Bon Cloud, qui dit on en retiendra que c'est le gouvernement qui aura mis sur orbite l'extrême droite. Oui, c'est sûr que Président des riches aussi, c'est revenu. Macron, il disait en 2017... président du Covid. Vous n'aurez plus l'occasion, 5 ans après, vous n'aurez plus l'occasion de voter pour l'extrême droite, le Rassemblement national. Et en fait, élection après élection, depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans maintenant, le Rassemblement national, le Front national d'abord, le Rassemblement national maintenant, est toujours plus haut. Et en ce sens, je crois qu'il y a une phrase que Emmanuel Macron dit dans Le Parisien, quand on l'interroge et on lui demande quel sera son sentiment s'il raccompagne Marine Le Pen au perron de l'Élysée en 2027. Et il répond quelque chose en substance, alors j'ai plus les mots, mais j'ai pas de leçon à recevoir, je l'ai battu 2 fois à la présidentielle. C'est un argument qui revient souvent d'ailleurs, et de quand dire même, il l'a battu 2 fois. Et donc après lui, à voir, mais lui il a battu 2 fois. Merci beaucoup, merci Paul Barcelone. Avec plaisir. Journaliste politique à France Info, on peut t'écouter dans le brief politique cette semaine. Tu remplaces Jean-Rémy Baudot, donc demain matin, 7h27. 7h24. 24. Oh là là. 7h24. Oui, parce que 27, c'est déjà une autre chronique. Voilà, donc le chat, 7h24 pour écouter. Sinon, en podcast. Et en podcast tout, quand vous voulez, un peu plus tard. Merci beaucoup. Avec en tout plaisir. Cas. Merci Anthony Bertelier. On peut te lire dans le HuffPost. Absolument. Des sujets de prédilection en politique. Alors moi, je suis la majorité, du coup. Les sujets de prédilection, les mouvements sociaux. Les droits, les libertés. Voilà. Thèmes comme ça, mais avant tout la majorité présidentielle. Mais merci à vous, en tout cas. C'était très, très, très chouette de vous avoir. C'était intéressant tout ça. Merci à vous, le chat, d'avoir suivi cette émission. Je précise que le talk s'écoute aussi en podcast audio sur l'application de Radio France. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de France Info. C'est le moment, l'instant promo. Comme ça, vous recevez les notifications à chaque fois qu'on lance un stream. Merci beaucoup. Demain, nous parlerons du conflit au Soudan. Voilà, tout autre sujet. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci aussi à Julie qui est en régie. Bonne soirée tout le monde, salut.